Bonjour et bienvenue sur le plateau de Questions de patrimoine dans une semaine qui s'annonce chargée. Et pas seulement parce que les taux des contrats d'assurance vie tombent les uns après les autres, mais semaine chargée aussi et surtout parce que nous aurons, Georges Delataille, deux fois l'occasion de nous retrouver. Exactement, bonjour Jean-François, donc plaisir de nous voir deux fois cette semaine, une fois aujourd'hui avec Harvest, et nous nous reverrons jeudi 18h avec Primonial et la financière de l'échiquier. Notre invité donc aujourd'hui pour cette émission traditionnelle, nous sommes donc mardi à 18h, notre invité Patrice Henry, directeur général délégué de Harvest. Bonjour Patrice. Bonjour Jean-François, bonjour Georges. Alors, pour commencer, avant, on va parler réglementation, on va parler métier des CGP aujourd'hui. Mais pour commencer, j'aimerais bien qu'on commence par parler de vous. Vous êtes directeur général délégué de Harvest depuis 1 an. Vous avez fait quoi avant ? Avant, je dirigeais une banque privée, la banque Martin Morel, jusqu'à son rachat par Rothschild. Et avant la banque Martin Morel, où je suis resté comme président du directoire pendant 14 ans, je dirigeais la gestion privée du Crédit Lyonnais. D'accord, donc un gros passé de banque privée Voilà. et de gestion de clientèle. Comme d'habitude, le chat est interactif. On rappelle la règle du jeu. Oui, et donc les internautes peuvent poser en direct toutes les questions qu'ils veulent. Les questions arrivent en direct sur mon écran et on peut ainsi vous les relayer en complément des questions de Jean-François. Et on a déjà une première question. Ouais, on va commencer puisqu'on est dans les qui va présentations. bien avec l'introduction. Après, qui vous êtes, c'est qui est Harvest ? Alors Harvest, c'est le leader des éditeurs de logiciels sur le domaine du patrimoine. Donc Harvest, une société qui a été créée en 89, donc voilà, bientôt 30 ans, pas tout à fait, mais presque. Indépendante. Qui est indépendante capitalistiquement. C'est un point important à souligner, puisqu'il n'y a aucun conflit d'intérêt avec un actionnaire institutionnel potentiel. Donc c'est vraiment détenu par les fondateurs. Côté. Un peu, c'est coté sur le marché, sur Euronext Growth, donc vous pouvez regarder. C'était introduit en 2005, de mémoire 10 €, et ça cote aujourd'hui 79,5 aujourd'hui. Bon parcours. Ok, merci beaucoup de ces précisions. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Donc, le sujet du jour, c'est très clairement de parler de la réglementation. 2018, année de la réglementation. Alors, ça nous amène à nous poser un certain nombre de questions. En ce début d'année, avec le lancement de MIF, entre autres, où faut-il être particulièrement vigilant dans votre exercice professionnel quotidien? On peut aussi s'interroger pour savoir si cette réglementation n'est que contrainte ou si elle peut aussi être opportunité. Et puis, puisque nous avons la chance d'avoir Patrice Henry avec nous aujourd'hui, on va essayer de raisonner aussi de manière un peu plus large pour savoir comment développer le business, comment développer l'activité dans un monde où les taux sont de plus en plus faibles, la concurrence de plus en plus rude et où les comportements des Français nous amènent à nous interroger. Pourquoi ? Parce que l'on constatera à nouveau, lorsque l'on fera les décomptes complets de l'exercice 2017, que le placement préféré des Français n'est plus l'assurance vie. Le placement préféré des Français est le dépôt à vue. L'assurance vie devrait collecter aux alentours de 8 milliards sur l'exercice 2017, alors que les dépôts à vue, eux, non rémunérés, devraient progresser d'environ 30 milliards. On voit ça durant cette demi-heure. Tout de suite, on attaque notre premier thème sur la réglementation. Jingle. Question de patrimoine avec Patrice Henry, directeur général délégué d'Harvest. 2018, Patrice, année de la déréglementation. On fait un point sur déjà tout ce qu'il va y avoir dans le scope pour les professionnels ? Et ça y est, on est parti. Là maintenant, on a MIF 2, c'est fait, avec quelques éléments de MIF 2 qui ont été décalés dans le temps, mais qui ne touchent pas vraiment les métiers du patrimoine, qui touchent les opérations de dark pool, qui ont été décalées de 2 mois. Mais voilà, maintenant, on est dedans. DDA, deuxième réglementation qui touche l'assurance, là, c'était décalé jusqu'au 1er octobre, mais voilà, c'est l'année 2018 aussi. PRIPS, bien sûr. Donc là, c'est maintenant aussi. Et puis, il y a une réglementation dont on parle moins, mais qui va arriver en mai prochain, qui est RGPD, qui est tout ce qui concerne la protection des données des clients. Là, ça ne touche pas que la profession financière et bancaire, ça touche tous les professionnels, toutes les entreprises sont concernées. C'est tout ce qui touche à la sécurité, la portabilité, le droit à l'oubli de toutes les données du client. Donc, on est vraiment dans un environnement réglementaire qui est très centré sur la protection du consommateur, voilà, pour faire court. Alors, on attaque MIF 2, entrée en application début janvier.
Qu'est-ce que l'on peut... Est-ce que le début de MIF 2 s'est bien passé? Qu'est-ce qu'il faut en retenir? Alors, est-ce que ça s'est bien passé, pas bien passé? C'est un peu tôt pour le dire. Je pense qu'il y a encore des mises au point qui se font et des établissements ou des acteurs professionnels qui ont encore un peu de travail à faire. Mais les éléments clés qui sont la connaissance du client, la suitability, l'appropriateness, l'arrêt des rétrocessions, en tout cas une partie des rétrocessions pour le mandat de gestion, la gouvernance produit, la gestion des conflits d'intérêts et peut-être un point sur lequel il faudra qu'on s'arrête parce que ça va arriver qu'à la fin de l'année réellement, la transparence des coûts et des frais, voilà, on est dedans et il va y avoir des impacts importants, très importants de cette réglementation, positifs et négatifs. Qu'est-ce qu'elle change cette réglementation? On part du début, la connaissance du client? Alors, sur la connaissance du client pour les professionnels de la gestion de patrimoine, qu'est-ce que ça change? En fait, j'ai envie de dire pas grand-chose dans la pratique, puisque l'exercice du métier de la gestion de patrimoine, ça part de la connaissance approfondie du client. La différence, c'est que là, elle doit être complètement formalisée. Voilà, elle doit être documentée, formalisée. Et donc là, il y a un gros travail à faire de documentation et de conservation de la documentation. Ça part de la connaissance exhaustive du patrimoine, des actifs et des passifs du client dans tous ces établissements. Et là, on a déjà une première complexité puisqu'on sait que le client privé, au-delà de 400 000 € d'actifs financiers, un client privé a en moyenne 3 interlocuteurs. Et il n'a pas forcément envie de révéler à son conseiller ce qui se passe par ailleurs. Je ne sais pas s'il a envie ou pas envie, je ne suis pas sûr que ce soit une envie. Je pense que le client comprend très bien que pour avoir un bon conseil, il doit livrer un maximum d'informations à son conseiller. Et qu'il le fera d'autant plus volontiers que le conseiller est un vrai professionnel de la gestion de patrimoine. Si le client perçoit que son conseiller est d'abord un vendeur de produits, il aura de la réticence. S'il pense que le conseiller est un vrai conseiller, qui va lui donner des informations sur qu'est-ce qui met en face de tel projet d'investissement, un projet retraite, qu'est-ce qui met en face d'un projet protection familiale. Là, je suis sûr, mon expérience passée, j'ai toujours, pendant que j'étais dans la banque et même maintenant quand il doit voir des clients, il livrera cette information aisément. Vous nous dites, la connaissance client, on la faisait déjà. Aujourd'hui, ce qu'on demande, c'est de mieux documenter. Oui. Ça nécessite d'avoir vraiment au sein des cabinets un suivi de conformité qui soit plus que rigoureux si on ne veut pas avoir les chambres et le régulateur qui nous tombe dessus. Ça nécessite, la réglementation l'exige. La réglementation exige d'avoir un QIC qui est complètement documenté, d'avoir un profilage client qui est complètement documenté, de faire un test de suitability appropriateness une fois par an. Donc, on n'échappe pas à la formalisation de tout ça. Vos outils permettent de suivre aisément la mise en conformité de toute cette documentation-là? Dans les prestations rendues par les outils Harvest, en l'occurrence au 2S Money Pitch, il y a un volet très important concernant le réglementaire. Pourquoi? Parce que la gestion du réglementaire... On voit l'image là d'ailleurs, une copie d'écran. Voilà. Tout ce qu'on faisait, si vous voulez, avant à l'oral avec le client, doit maintenant être formalisé. Cette formalisation est extrêmement chronophage. Donc, il faut évidemment éviter le papier-crayon autant que faire se peut et avoir un outil qui permette de suivre que j'ai bien les documents d'entrée en relation, j'ai bien le QIC, j'ai bien le document LAB, que c'est à jour, que j'ai bien la carte d'identité du client, que j'ai bien, etc. Et un outil qui me permette de suivre, parce qu'il y a dans les documents que j'ai cités, il y a des documents avec de l'obsolescence. Donc que je puisse suivre que cette documentation est toujours à jour. Et de toute façon, quand l'AMF viendra faire un audit, elle contrôlera ça. Donc soit je fais à l'ancienne papier-crayon et je passe 90% de mon temps à faire ça, soit j'ai un outil qui m'aide à le faire et je dégage du temps commercial pour pouvoir faire autre chose que de la réglementation. Donc l'outil digital, à mon avis, est totalement incontournable pour gérer la réglementation telle qu'elle est aujourd'hui. Est-ce qu'on ne risque pas, avec cette nouvelle réglementation, finalement appauvrir la préconisation? Je donne un exemple tout bête, connaissance client. Donc on est censé regarder sa connaissance, son expérience. Vos logiciels d'ailleurs, on le voit dans les synthèses, permettent de faire un récap. J'ai un client qui est peu averti, qui a un profil de risque prudent de risque 3. Bon allez, je ne vais pas m'embêter, je vais prendre le produit
l'OPCVM, PRIPS, risque 3, et puis roule ma poule, j'ai respecté mes contraintes réglementaires, et puis la vie est belle. Alors vous avez raison, c'est le risque, et moi je pense que c'est l'opportunité. Le risque, c'est de dire, j'ai un profil client très défensif, et donc je lui propose une gamme de produits extrêmement défensifs. Est-ce que sur cette logique-là, quand même, pardon, mais pas pour embêter les régulateurs, mais est-ce qu'on n'a pas quelque part une incohérence dans la réglementation qui fait que finalement, au nom de la réglementation, on pourrait donner de mauvais conseils? Alors, si on a une lecture au premier échelon de la réglementation, oui. Mais la réglementation ne dit pas ça précisément. La réglementation, elle est dans, d'ailleurs c'est dans le RGAMF, priorité à l'intérêt du client. C'est ça la base. Donc, est-ce que la priorité de l'intérêt du client, c'est je suis sur une échelle SRI de 2, et donc moi, conseiller, je vais lui proposer des produits 2 parce que ça correspond à son profil, ou est-ce que je vais aller plus loin, et la réglementation ne m'interdit pas du tout de faire cette démarche d'aller plus loin, qui est de dire, sur un horizon plus lointain, je suis un client, j'ai 45 ans, je prépare ma retraite, j'ai du temps devant moi, et avec un effet temps dont je sais qu'il a un effet diminutif de la volatilité, je peux expliquer au client qu'il a intérêt à aller, pour partie, sur des marchés actions, même s'il est défensif. Que c'est son intérêt, parce qu'il va générer de la surperformance. La réglementation ne m'interdit pas de faire ça. Ce qu'elle me demande, c'est de documenter tout ce que je viens de dire. C'est-à-dire de pouvoir montrer que j'ai expliqué ça au client, que le client a très bien compris ce que je lui ai raconté et qu'il est d'accord. Et l'AMF, quand elle viendra contrôler, contrôlera formellement si effectivement mon explication a été celle-là, si le client a compris. Et je suis dans le respect de MIF 2 en faisant ça. Et là, je suis en plein dans mon rôle de conseil. Et donc, il y a la vue négative de la réglementation qui est de dire le client est 2, je lui ai vendu 2, c'est-à-dire une performance 0 aujourd'hui, déflatée de l'inflation. Ou le client est 2, je lui propose, parce qu'il a des projets lointains, une allocation d'actifs qui est plus dynamique. Et là, je suis dans mon rôle de conseil. Et ça, c'est une valeur. Qu'est-ce que je fais, moi conseiller, si jamais j'ai un produit que je trouve bien pour un client, mais le client n'est pas dans le marché cible? Parce que c'est un nouveau truc, ça aussi. Oui, absolument. Oui, le marché cible, ça complique un peu la chose. Parce qu'on demande donc au producteur de définir un marché cible et le distributeur doit respecter le marché cible du producteur. Mais il a la possibilité d'y déroger, quand même. Et donc, il y a le marché cible, il y a le marché cible négatif, normalement, qui n'est pas du tout, le produit qui n'est pas du tout adapté au client, et puis entre les deux, il y a une zone grise. Dans la démarche que j'indique juste avant, je suis fondé à pouvoir dire à mon client défensif, il y a une part d'actifs longs. Par exemple, clairement, il ne sera pas dans le marché cible du private equity. C'est intelligent de faire du private equity sur un placement long pour un client qui, normalement, ne pourrait pas, et bien entendu, il n'aura pas 100% de private equity, même pas 50%, même pas 30%. Mais en mettre 5 ou 10%, c'est de la diversification. La diversification lui amènera de la rentabilité supplémentaire, et donc c'est un conseil intelligent. Le problème, et là je vous rejoins, c'est que je vais être hors marché cible, donc je vais devoir informer le producteur que j'ai vendu un produit hors marché cible, dans le cadre de la diversification. Qu'est-ce qui va se passer en pratique? Alors, en pratique, le producteur, dans la majorité des cas, tout se passe bien. Et auquel cas, pas de problème. Si jamais le fonds de private equity collapse, là, qui porte le risque? Et la question de la réglementaire est importante parce que le risque sera du côté de celui du distributeur qui a vendu le produit de private equity intelligemment ou du côté du producteur qui a mal géré son produit. Je crains qu'à l'état, enfin, sous réserve d'inventaire, si je puis dire, je crains que ce soit le distributeur qui soit en risque, et ce qui ne me paraît pas normal. Ok, on vient de parler de MIF 2. 2 mots sur DDA. Qu'est-ce qu'il faut en attendre? C'est pour l'automne? DDA, c'est reporté. On retrouve à peu près les mêmes choses que dans MIF 2. Donc il y a le jeu des rétrocessions, il y a la suitabilité de la propriété nette de la même façon, il y a la gouvernance produit et la gestion des conflits d'intérêts de la même façon, il y a l'information sur les coûts et les instruments financiers de la même façon. La différence, c'est qu'on a une approche sur l'enveloppe et pas une approche sur les sous-composantes de l'enveloppe. Donc c'est une réglementation qui est plus légère. Voilà. Ok. Je pourrais vous poser 150 000 questions tellement la réglementation mais est le temps complexe. passe. Oui, mais le temps passe et on a des internautes qui nous posent des questions en plus très pratiques sur comment ça fonctionne chez vous, des questions générales. Donc exactement, il y a 2 sujets qui ont l'internaute. Le premier, c'est la notion d'alerte, c'est-à-dire comment ça se passe. Est-ce que c'est vous qui allez alerter le CGP
de devoir mettre à jour l'information pour ces différents clients. Et même on nous dit, est-ce que vous avez des modules, par exemple, est-ce que vous calculez automatiquement l'âge de départ à la retraite et que vous me prévenez que je mette à jour mon client? Et deuxième question, comment vous faites pour toujours être au courant de toutes les contraintes réglementaires et être sûr d'être à jour pour bien conseiller les CGP? Bon, alors pour répondre aux 2 premières questions, il faut que je réponde à la 3e d'abord. Donc, C'est pour ça que je les ai groupés. donc Harvest, d'abord, c'est 240 collaborateurs. Donc il y a des ingénieurs informaticiens, des chefs de projet, des développeurs, mais il y a aussi des professionnels de la gestion de patrimoine qui ont fait les mêmes parcours que les CGP, les family office qui sortent de l'université de Clermont-Ferrand, de Nice, de Dauphine, etc. Donc ils connaissent extrêmement bien le métier du patrimoine et c'est les gènes d'Harvest. Les gènes d'Harvest, c'est big dans les années 90. Donc il y a une compétence professionnelle qui est là. Sur le volet réglementaire, on accompagne cette compétence professionnelle en travaillant avec, en l'occurrence, un consultant spécialisé dans le domaine qui nous a accompagnés tout 2017 et qui va continuer de nous accompagner 2018 sur toute la suite de MIF2, DDA, PRIPS et RGPD, comme je disais tout à l'heure. Voilà, donc c'est des coûts, tout ça. Voilà, c'est beaucoup d'argent dépensé en développement et en maintien de nos outils, mais c'est majeur. Il est hors de question qu'on mette, quels que soient nos clients professionnels, en risque sur une partie réglementaire ou fiscale ou juridique. Ça, c'est le premier point. Ensuite, est-ce qu'on alerte et comment on alerte? Oui, les outils sont conçus pour ça. Ils sont conçus pour pousser tous les jours des alertes vers le poste du conseiller, du banquier privé ou du CGP, pour lui dire, par exemple, il y a un décalage entre le profil du risque du client et la réalité de son allocation d'actifs. Parlons de choses qui sont sympathiques. Les marchés actions ont explosé. J'ai une allocation d'actifs de base qui doit être à 70% taux ou 30% actions. Les actions sont montées à 40%. J'ai une alerte. Vous pouvez même avoir pire. Vous avez votre profil de risque 3, votre fonds diversifié qui finalement change de profil de risque. La réglementation n'impose absolument pas d'informer le client. Donc il faut suivre le profil. Il faut suivre, absolument. Et là, pour suivre l'ensemble des fonds et des titres en direct, puisqu'il y a aussi des clients qui ont des titres en direct, on a une base intégrée qui est Six Télécourses, qui est un grand acteur fournisseur d'informations financières, et sur la base duquel on récupère toute cette information tous les jours. Là aussi. D'accord, donc je peux bien comprendre qu'on a la question plusieurs fois, vous avez aussi une base produit. Et on a aussi une base produit, absolument. Donc on a une base produit. Donc on pousse ces alertes qui sont des alertes soit de nature marché, allocation d'actifs décalée par rapport à un profil, soit de nature purement réglementaire. Je vais vous dire une chose archi basique. La carte d'identité qui arrive à échéance, l'information va être sur le poste du conseiller. La carte d'identité de vos clients arrive à échéance. C'est archi basique, mais on gère ce type d'alerte. L'absence de profil, le client n'a pas rempli son profil, ou son profil n'est pas à jour. C'est important sur le plan réglementaire, parce qu'il faut que ça existe, mais il y a des effets induits qui sont extrêmement importants sur cette histoire. Je n'ai pas ou je n'ai plus le profil à jour de mon client, je suis dans l'interdiction de lui faire une prestation de conseil. Je suis que dans de la RTO. Donc si je continue à faire du conseil avec un profil client qui n'est pas à jour, je ne suis pas dans la légalité. Donc il faut faire très attention à ce genre de choses. Donc, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Gérer tout ça avec du papier, c'est juste impossible. OK. Allez, je vous propose tout de suite, après avoir fait le point sur ces réglementations dans le détail avec les outils Harvest, que l'on attaque tout de suite notre seconde partie. Jingle. Question de patrimoine avec Patrice Harvest, directeur général délégué. Non, Patrice Henry. Patrice Henry. C'est vrai. Patrice Henry, directeur général délégué d'Harvest. Allez, on va faire les choses justement avec un peu plus de sourire. On voit le côté négatif et le côté contraignant de ces réglementations. Est-ce que ces réglementations peuvent aussi être une chance? Je pense qu'elles peuvent être une chance. C'est-à-dire que la réglementation impose une connaissance approfondie du client. Sans connaissance approfondie du client, quelle valeur peut avoir le conseil patrimonial? Donc, la récupération des informations sur qu'est-ce qui constitue dans le détail le patrimoine du client, comment il est réparti, sur les différents types de marchés, sur l'immobilier, quels sont ses passifs, ses Ça, crédits. c'est la logique de l'agrégation. C'est la logique de l'agrégation.
Et ça, je pense sincèrement, aujourd'hui, on parle beaucoup des agrégateurs. Hein. Oui, alors, nous sommes un agrégateur. Alors, on parle beaucoup des agrégateurs, mais est-ce que l'évolution des normes européennes, notamment à travers la directive DSP2, ça touche l'épargne ou est-ce que DSP2, ça se limite au secteur des opérations bancaires? Alors, très bonne remarque, DSP2, c'est que le compte de paiement. Ça, c'est clair. D'accord, donc quand on dit l'Europe va permettre les agrégateurs, l'Europe aujourd'hui, elle dit j'ai le droit d'aller voir les opérations bancaires que je fais dans mes 3 banques. Point à la ligne. C'est tout. OK. Voilà. Et les banques développent des API bancaires pour avoir accès au compte de paiement, puisque DSP2 l'impose. Et c'est en train de se mettre en place petit à petit, mais ce n'est que les comptes de paiement. Ce qui est intéressant, c'est bien sûr le compte de paiement, c'est toujours intéressant, mais ce qui est intéressant, c'est les comptes d'épargne et les comptes d'épargne financière, les comptes titres. Bon. Et ça, la DSP2 ne couvre pas ce champ-là. Mais il y a une forte demande, à la fois des autorités européennes, la Commission européenne, d'ouvrir la connaissance du client au-delà du compte de paiement. Cette pression, si je puis dire, ou cette demande vient aussi de MIF2, puisque MIF2 demande à ce que le conseiller ait une connaissance approfondie du patrimoine du client. Donc ça demanderait aussi à pouvoir récupérer ces informations de façon aisée. Et puis il y a RGPD qui va arriver, et dans RGPD, il y a la portabilité des données clients. Donc si au bout du bout, le client veut récupérer l'ensemble de ses données auprès de l'ensemble de ses banques, il sera en situation de le demander. Aujourd'hui, vos outils permettent... Comment ça fonctionne? Vous me dites l'intérêt finalement de ces réglementations, c'est une meilleure connaissance client. Aujourd'hui, il est possible sur mon poste d'avoir l'état agrégé de la situation de tous mes clients? Absolument. Aujourd'hui, Harvest, au travers des outils du conseiller O2S et MoneyPitch qui est mis à disposition des clients, peut récupérer, soit demain par API pour le compte de paiement des SP2, soit par scrapping, et plus tard, il y aura très certainement des API aussi pour les autres comptes, l'ensemble des actifs du client. Autrement dit, je lui demande ses accès. Pour faire court, nos outils permettent de faire un Family Office digitalisé dans la version agrégation du Family Office. Pour restituer quoi? Si on regarde, on va peut-être voir les écrans en agrégation, ce que ça nous sort. Voilà. Alors, on a un exemple de ce que le client peut voir sur son smartphone ou sa tablette ou son PC, avec à gauche ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire le solde de ses comptes courants, et il aura le détail de la reconstitution budgétaire de l'ensemble de ses dépenses, combien j'ai dépensé en logement, en nourriture, etc. Bon, ça présente un intérêt. Ce qui est intéressant, c'est surtout d'avoir le solde, surtout s'il est positif de façon importante. Au milieu, vous avez les comptes d'épargne, ce qu'on appelle l'épargne de bilan, c'est-à-dire les comptes sur livret, les livrets A, les PEL, les CEL, les CODI, etc. Et puis, à droite, vous avez ce qui intéresse vraiment les professionnels du patrimoine, qui sont toute la sphère financière des placements, des comptes titres, des contrats d'assurance vie. Et puis, un certain nombre d'indicateurs en dessous sur le taux d'endettement, quelle est une évaluation de l'impôt sur le revenu. Là maintenant, on n'aura plus l'ISF, on ira l'IFI, etc. Ça, malgré tout, ça reste pour moi généraliste. Il y a des éléments concernant, justement, moi ce qui m'intéresse, c'est la performance future de mes placements et le risque que je prends. Bon, bref, entre guillemets, un peu mon allocation d'actifs. Oui. Alors, bien sûr, on peut aller zoomer sur, en l'occurrence, là, votre demande, c'est les placements financiers. Donc, si on va zoomer sur les placements financiers, on va avoir une récupération de l'ensemble des comptes titres, des contrats d'assurance vie, des PEA, y compris l'épargne salariale. On n'en parle pas beaucoup de l'épargne salariale, mais c'est un placement très important, d'ailleurs assez mal conseillé. Il y a une réserve de conseil et de facturation de conseil dessus. Et je reconstitue une allocation d'actifs globale de l'ensemble de mes avoirs, toutes banques confondues. On le voit sur l'exemple avec les par actions, et dans les par actions, les actions françaises, les diversifiées, les obligations internationales, etc. Ok, donc pour résumer, vous êtes en train de nous dire, cette réglementation, elle impose une meilleure connaissance du client et c'est une très bonne chose parce que c'est une valeur ajoutée qu'ont les conseillers en gestion de patrimoine. Je pense, c'est une valeur ajoutée. Les conseillers en gestion de patrimoine avaient déjà cette connaissance client. Cette connaissance client, la différence, c'est qu'elle est formalisée. Elle est matérialisée par de la documentation. Et il y aura, on n'en a pas parlé sur MIF2 tout à l'heure, il y aura une obligation d'avoir au moins un test de suitability par an, matérialisé lui aussi. Et la matérialisation de ce conseil... Ça vaudra conseil? Ça vaudra dire le fait qu'une fois par an, je fasse un bilan? Ça vaudra conseil, donc rétrocession. Bon. Mais le fait
en plus des rétrocessions, si je puis dire, la matérialisation de la prestation de conseil du CGP ou du banquier privé, à mon avis, c'est une valeur. Donc ça doit pouvoir, et d'ailleurs, beaucoup sont en train de revoir leur système de tarification à cause de ça. Ça a une valeur. Ok, je vous propose, il est 18h25, je vous propose tout de suite que l'on passe à notre dernière partie. Jingle. Dernière partie de ce question de patrimoine avec Patrice Henry, directeur général délégué d'Arvest. Et comme j'ai été très bavard, nous n'allons faire que des questions d'internautes. Et donc nous allons maintenant essayer de voir comment, en fonction du marché de la concurrence, on peut accroître son business. Et Georges est l'interprète des conseillers qui nous écoutent. Oui, alors les conseillers, encore une fois, sont assez pragmatiques et assez terre-à-terre avec deux sujets. D'abord, pour rebondir un tout petit peu à la liaison avec la partie précédente, vous qui avez accès à toutes les infos sur les cabinets, est-ce que vous avez l'impression qu'ils arrivent à se développer, que vous voyez vraiment leurs encours se développer grâce à la réglementation, entre guillemets? Et après, effectivement, c'est un peu pragmatique, comment est-ce que vous les aidez à se développer? Est-ce que vous avez des outils vraiment d'aide à la vente, d'acquisition ou autre? Alors, est-ce qu'on voit le développement lié à la réglementation? Non, pas lié à la réglementation. La réglementation est trop récente pour qu'on puisse juger du développement qui tiendra à la réglementation. Mais on voit le développement des actifs conseillés et gérés par les CGP depuis déjà plusieurs années. Dans le monde de la gestion privée en France, dans les autres pays c'est un peu différent, mais dans le monde de la gestion privée en France, le seul acteur qui gagnent des parts de marché, ce sont les CGP. Les autres, après, il y a des banques qui progressent plus ou moins vite que d'autres, mais quand on regarde le développement net, donc hors effet performance, hors effet marché, en moyenne sur le marché, il est de 1% en 2016. Et les CGP sont au-delà de ça. Est-ce que le coût de la réglementation ne va pas malgré tout contraindre des rapprochements de cabinets? Il faut avoir des tailles plus importantes vu le coût du réglementaire. Alors là, je suis absolument d'accord avec ça. Je pense qu'on est en train, mais depuis déjà quelques années, de voir émerger un effet taille. D'ailleurs, on a eu un effet prédictif de cette histoire-là sur les sociétés de gestion, avec l'évolution antérieure concernant la gestion pour compte de tiers. Quand on regarde année après année les chiffres de l'AFG, on constate que la rentabilité, le résultat d'exploitation des sociétés de gestion progresse de façon linéaire avec la taille. Donc l'effet taille, on est dedans. Et l'effet taille, vous avez raison, il s'accroît avec le coût de la réglementation. Le coût de la réglementation entre la perte des rétrocessions principalement, c'est estimé à 10% sur le chiffre d'affaires en baisse. Et le coût réglementaire, s'équiper, investir, avoir un RCCI, etc., c'est de l'ordre de 5% sur les charges. Donc on est en vrai dans un effet ciseau. Et cet effet ciseau, évidemment, il est beaucoup plus léger quand on a des tailles d'actifs élevées que quand on a des petites tailles d'actifs, puisque la réglementation est la même pour tout le monde. On reprend la question pratique, comment faire pour nous aider? Oui, après, effectivement, quels sont les outils que vous mettez à disposition des CGP pour les aider à se développer? Alors, pour les aider à se développer, on met plusieurs outils. D'abord, depuis longtemps, on met des outils d'aide au conseil, de la simulation. Monsieur le client, je vous aide à calculer, à optimiser votre impôt sur le revenu. Je vous aide à calculer et à optimiser votre impôt sur la fortune. Feu, l'impôt sur la fortune, il sera l'IFI demain. Je vous aide, il y a une question d'internaute, je crois, sur la retraite. Est-ce qu'on sait aujourd'hui calculer une retraite future? La réponse est oui. Est-ce qu'on sait le calculer vite? La réponse est oui aussi, puisqu'on sait télécharger automatiquement un relevé de carrière, le RIS. On sait l'intégrer automatiquement dans nos outils sans saisie. Voilà. Donc on sait calculer un objectif retraite. Mais je veux dire, ça c'est un outil pour faire du conseil et de la conquête, mais c'est surtout un outil pour faire derrière, sur l'exemple de la retraite, du PERP, du contrat de CAPI, du contrat d'assurance vie, du PEA, avec un passif qui est lointain. Donc on peut faire de la gestion, comme on le disait tout à l'heure, de la gestion diversifiée, défensive et action. En un mot, comment on fait? Alors, pour aller chercher du business, on peut aller chercher les boîtes qui se vendent, les chefs d'entreprise qui vendent leur boîte et qui ont de l'argent qui arrive, etc. Comment on fait pour aller chercher ces milliards qui roupillent sur les dépôts à vue non rémunérés? Alors, c'est la bonne question. Pour se développer, mais ça, les CGP... Vous avez 30 secondes.
Ils savent aller chercher les flux nouveaux. Donc, les flux de new cash, les cessions d'entreprise, etc., ça, les CGP et les banquiers privés savent faire. Il y a à peu près 40% des actifs de clients fortunés s'entendant plus d'1 million d'euros d'actifs financiers, 40% en produits défensifs. C'est-à-dire du dépôt, du compte à terme, des comptes d'épargne et les fonds euros de contrat d'assurance vie. Autrement dit, tout ce que j'ai cité sont les produits les moins risqués et pour moi les plus risqués. C'est les seuls sur lesquels on est sûr de perdre post-inflation, post-fiscalité. Et donc il y a un vrai conseil de transformation de toute cette masse d'actifs qui est considérable, parce que ce n'est pas que les dépôts. Comme je l'ai indiqué, il y a une masse de conseils facturables à donner aux clients pour transformer ces actifs non rentables en actifs dynamisés et en actifs rentables sur la durée, qui est énorme. 40% d'actifs défensifs dans le contexte des taux aujourd'hui, mais ce n'est pas raisonnable du tout. Ok. Le sujet est passionnant. Vous nous avez dit donc que la prochaine étape réglementaire, enfin l'une des prochaines étapes, c'était DDA au mois d'octobre. J'espère qu'on aura l'occasion de se revoir d'ici là. Merci en tout cas d'avoir été avec nous aujourd'hui. Georges, on se retrouve… Donc dès jeudi prochain, donc dans 2 jours, 48 heures. C'est un sujet totalement différent avec le rapprochement entre la financière de l'échiquier et Primonial. Donc comprendre comment se passe ce rapprochement, comment va être l'avenir, qui va faire quoi. Et on aura plein de questions à poser. Merci à vous tous et puis à jeudi. Ciao. Merci.